Ma mère m'a exclu du mariage familial mais a exigé les clés de ma maison de plage pour la lune de miel de mon frère. J'ai gardé le silence. Mon cadeau de mariage les a fait hurler de rage sans s'arrêter. Quand le téléphone a sonné cet après-midi-là, je n'y ai pas prêté attention. Le nom de ma mère sur l'écran signifiait généralement un rappel pour un rendez-vous chez le médecin ou une conversation sur la météo sur la côte normande. J'ai répondu joyeusement, m'attendant à moitié à l'entendre se plaindre de l'humidité. Au lieu de cela, sa voix était plus légère, presque euphorique. Mathieu se marie, a-t-elle annoncé comme si elle avait retenu la nouvelle jusqu'à ce qu'elle devienne trop grosse pour être contenue. Pendant un instant, une chaleur a fleuri dans ma poitrine. Mon petit frère qui se case enfin. J'ai imaginé une église, une salle de réception, peut-être même un orchestre. J'ai souri, prête à demander la date, les invitations, et où je devais envoyer ma réponse, mais ma mère n'a pas fait de pause assez longue pour que je puisse demander. C'est en famille seulement, a-t-elle dit sèchement. Et Élise, tu ne seras pas présente. Les mots ont atterri comme de l'eau froide. J'ai cru avoir mal entendu. Je ne serai pas. Quoi? C'est la décision de Mathieu, a-t-elle continué. Il veut que ce soit petit, privé, juste la famille proche. J'ai ri une fois. Court et sec. Je suis de la famille proche. Elle a soupiré comme elle le faisait toujours quand elle pensait que j'étais difficile. Tu sais ce que je veux dire. Son genre de famille. Tu comprendras un jour. Je me suis assise, stupéfaite et réduite au silence. Mon frère se mariait, et non seulement j'étais exclu, mais ma mère montait la garde à la porte, s'assurant que je reste dehors. Avant que je puisse formuler une réponse, elle a poursuivi, son ton devenant presque désinvolte. Bref, Mathieu et Éléonore adoreraient utiliser la maison de bord de mer pour leur lune de miel. Ils pensent que ce serait l'endroit parfait pour se détendre. Envoie-leur simplement les clés avant le week-end prochain. Et voilà. Le véritable but de l'appel, non pas pour partager une joie, non pas pour m'inviter, mais pour demander l'accès au seul endroit qui avait toujours été le mien. Ma poitrine s'est serrée. La maison de bord de mer n'était pas juste une propriété. C'étaient des étés d'air salin et de châteaux de sable. De longues soirées avec des livres au bord des vagues, le seul endroit où je m'étais jamais vraiment senti chez moi. J'ai forcé ma voix à rester stable. J'y réfléchirai, ai-je dit. Bien qu'à l'intérieur, quelque chose de tranchant et d'inflexible commençait à se former. Une fois l'appel terminé, je suis resté assise dans le silence de ma cuisine, le bourdonnement du réfrigérateur étant le seul son. L'exclusion me brûlait, mais en dessous, un autre feu a pris, et ce feu allait me suivre dans les souvenirs de ce que cette maison signifiait vraiment. Après la fin de l'appel, je me suis retrouvé à fixer la petite clé en laiton qui pendait à un crochet près de la porte arrière, la clé de la maison de bord de mer. Ma main me démangeait de la prendre, mais au lieu de cela, j'ai fermé les yeux et laissé les souvenirs affluer. La maison était à nous depuis mes 12 ans. Mon père l'avait achetée après des années d'économie. Une modeste maison de vacances face au littoral normand. Ce n'était pas grandiose, mais pour moi, c'était magique. L'air salin, le fracas incessant des vagues, la façon dont le soleil plongeait, orange, à l'horizon. C'est là que j'ai appris à respirer librement. À l'époque, Mathieu l'adorait aussi. Il avait 9 ans et me suivait toujours avec ses pieds ensablés, me suppliant de construire des châteaux ou de faire la course avec lui jusqu'à l'eau. Nous passions des étés entiers avec des genoux écorchés, des mains collantes de glace, et des rires résonnants contre les dunes. Pendant un temps, la maison de bord de mer était le seul endroit où nous étions égaux, juste un frère et une sœur. Pas de comparaison, pas de favoritisme. Mais les choses ont changé. Mon père est décédé quand j'avais 25 ans, et son testament m'a désigné comme unique propriétaire de la maison. Mathieu a reçu d'autres biens, mais pas la maison. Je savais pourquoi papa me faisait confiance pour la préserver, pour la maintenir comme l'ancre de la famille. Mathieu ne l'a jamais pardonné. Depuis, à chaque fête, il a laissé entendre, parfois en plaisantant, parfois non, à quel point c'était injuste. J'avais l'habitude de l'ignorer, me disant qu'il était juste envieux, que ça passerait. Mais le ressentiment n'a fait que s'approfondir, nourri par la façon dont ma mère le couvait. Pour elle, Mathieu était le fils en or, plein de promesses, même lorsque sa vie était bâtie sur des prêts et des excuses. Maintenant, des années plus tard, ce même ressentiment avait pris forme. Il ne se contentait plus de convoiter la maison. Il l'exigeait comme si elle avait toujours été la sienne.
La clé brillait dans la lumière de l'après-midi, et je savais que ce n'était plus une question de souvenir. Il s'agissait d'une ligne qui avait été franchie, une ligne que je ne pouvais plus ignorer. Et franchir cette ligne allait mettre l'image de Mathieu, le fil en or, sous un éclairage plus net et plus dangereux. Mathieu avait toujours su comment charmer une assemblée. Il pouvait arriver en retard, sans préparation, et repartir quand même avec des éloges pendant que je restais invisible dans mon coin. Enfant, il était le malicieux, celui qui contournait les règles, celui que ma mère défendait avec un rire doux et un hochement de tête. C'est tout Mathieu, disait-elle, comme si ces 3 mots excusaient tout. Ça n'avait pas changé avec l'âge. Il passait d'une entreprise ratée à une autre, empruntant toujours, promettant toujours le prochain grand coup. Chaque fois qu'il trébuchait, ma mère appelait ça de la malchance, tandis que n'importe lequel de mes succès était considéré comme normal, rien d'extraordinaire. J'ai arrêté d'attendre une reconnaissance il y a des années, mais être exclu de son mariage traçait la ligne d'une encre plus sombre. Éléonore, sa fiancée, cadrait parfaitement avec le tableau. Elle venait d'une famille respectable dont le nom s'était aminci en même temps que leur compte en banque. Je l'avais rencontrée une fois lors d'un dîner de fête. Gracieuse, polie, avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Elle se comportait comme quelqu'un à qui on avait appris que les apparences étaient une question de survie. Il n'était pas difficile d'imaginer pourquoi Mathieu l'avait choisie. Elle le faisait paraître prospère par proximité. Et il lui offrait l'illusion de la stabilité. Leur mariage, présenté comme familial, n'a jamais été destiné à être petit. Il était organisé, une scène où Mathieu pouvait se tenir au centre, admiré, tandis que j'étais entièrement effacé du scénario. Mon absence ne serait pas une erreur. Elle serait intentionnelle, une gomme. Pendant des années, j'avais été la sœur silencieuse, celle qui avalait les affronts et passait à autre chose. Mais en écoutant ma mère me rejeter si facilement, j'ai réalisé que mon silence leur avait simplifié la tâche. J'avais permis à Mathieu de devenir le fils en or sans contrôle. Et maintenant, face à cette exclusion délibérée, j'ai senti le silence commencer à se briser. La morsure de l'exclusion ne s'est pas estompée. Elle s'est accrochée à moi comme le sel sur la peau, s'infiltrant dans chaque pensée. Pendant des jours après l'appel, j'ai rejoué les mots de ma mère dans ma tête, son rejet calme. Son pivotement sans effort entre me dire que je n'étais pas la bienvenue au mariage de Mathieu et demander les clés de ma maison. La cruauté n'était même pas déguisée. Elle était désinvolte, comme si je n'étais rien de plus qu'une note de bas de page, utile uniquement pour ce que je possédais. Au début, j'ai porté l'humiliation en silence, comme je l'avais toujours fait. J'ai continué mes routines, le travail, les courses, les soirées passées en silence, prétendant que cela n'avait pas d'importance. Mais chaque fois que je prenais une tasse de café ou que je pliais du linge, l'amertume revenait. L'histoire de ma famille avait toujours été écrite avec Mathieu au centre, et on attendait de moi que je joue le rôle de la sœur calme et conciliante. Pendant des années, je me suis dit que garder le silence était une forme de force, que cela prouvait que j'étais au-dessus de leur favoritisme. Mais maintenant, cela ne ressemblait qu'à une capitulation. Cette nuit-là, je me tenais dans ma cuisine, fixant la clé en laiton qui pendait près de la porte arrière, la clé de la maison de bord de mer, l'héritage de mon père, le seul endroit au monde qui ne m'avait jamais demandé de me faire petite ou de faire des compromis. Et soudain, j'ai compris que donner cette clé à Mathieu sans résistance serait l'effacement final de ma personne. Alors, quand j'ai rappelé ma mère, ma voix était douce, stable. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, que je voulais m'assurer que la maison était prête. Elle a semblé satisfaite, peut-être même suffisante, certaine que je reprendrais mon rôle. Mais elle n'a pas entendu ce qui se cachait sous mes mots, le passage de la résignation à la résolution. Je n'allais pas discuter ou supplier. J'en avais fini avec ça. Au lieu de cela, j'allais donner à Mathieu exactement ce qu'il demandait, soigneusement emballé sous la forme d'un cadeau. Seulement cette fois, ce ne serait pas la clé de ma maison. Ce serait la clé de sa perte. Et avec cette décision, le silence que j'avais porté pendant des années s'est finalement fissuré, laissant place à quelque chose de plus tranchant, quelque chose qui ne pouvait plus être ignoré. Je n'ai pas agi dans la précipitation. Agir impulsivement était l'habitude de Mathieu, pas la mienne. Au lieu de cela, j'ai agi avec soin, une question à la fois, un pas tranquille après l'autre. S'ils pensaient que j'allais simplement leur remettre les clés de l'héritage de mon père, ils se trompaient. J'ai commencé par des gens qui connaissaient Mathieu depuis plus longtemps que je ne pouvais le supporter. Un ancien partenaire commercial a répondu à mon appel avec un rire amer.
Ils n'avaient pas eu de nouvelles de Mathieu depuis qu'il avait abandonné leur projet de restaurant. Il m'a laissé avec des fournisseurs impayés et un procès. J'espère que vous n'appelez pas pour le défendre. Sa voix ne laissait aucun doute sur le fait que mon frère était plus un escroc qu'un entrepreneur. Une autre connaissance m'a parlé d'une start-up technologique ratée. Éclatante sur le papier mais creuse en pratique, financée par des prêts que Mathieu n'a jamais remboursés. Plus je posais de questions, plus les histoires concordaient, charme, promesses et une traînée de dettes assez épaisses pour étouffer quiconque s'approchait de trop près. Les ragots du petit village ont comblé les vides. Au marché, une vieille voisine s'est penchée sur son chariot et a baissé la voix. J'entends dire que la banque rôde. Votre frère a des mois de retard sur ses échéances. Heureusement qu'il a trouvé une femme comme Éléonore, bien que sa famille soit respectable, ou du moins l'était avant la crise. Cela m'a poussé à chercher dans les archives publiques. Il n'a pas fallu longtemps pour les trouver, des avis de saisie sur la propriété de la famille d'Éléonore. Une série d'hypothèques qui traduisait le désespoir en noir et blanc. Pièce par pièce, l'image s'est précisée. Ce mariage n'était pas une question d'amour éternel ou même d'apparence. C'était une question de survie, cousue de fil blanc avec un espoir fragile et un sentiment de droit. La maison de bord de mer n'avait pas été choisie parce qu'elle était romantique. Elle avait été choisie parce qu'elle était stable, précieuse, inébranlablement mienne. J'ai fermé mon ordinateur portable un soir avec la claire compréhension que la lune de miel de Mathieu n'avait jamais été conçue pour les vagues ou les couchers de soleil. Il s'agissait de levier, d'utiliser le seul endroit que je possédais encore en pleine propriété pour masquer le sol qui s'effondrait sous ses pieds. Et s'il était prêt à miser son mariage sur cette illusion, alors il était temps que je décide quelle vérité j'étais prête à placer entre ses mains. Une fois les pièces disposées devant moi, le plan s'est presque écrit de lui-même. Je n'allais pas crier, accuser ou supplier qui que ce soit d'écouter. Cela n'avait jamais fonctionné avec ma famille. Ils préféraient le charme de Mathieu à ma raison. Alors, au lieu de cela, j'allais faire ce à quoi ils s'attendaient le moins, leur tendre la vérité comme si c'était une bénédiction. J'ai commencé à rassembler les avis de justice téléchargés des archives publiques, les lettres de créanciers laissées sans réponse, de vieux articles de journaux économiques locaux qui relataient les entreprises éphémères de Mathieu et les désordres qu'il laissait derrière lui. Chaque page confirmait ce que je savais déjà. Son image dorée n'était que du clinquant drapé sur de la pourriture. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai également inclus des documents sur la famille d'Éléonore. Les saisies et les hypothèques qui racontaient une histoire plus silencieuse de désespoir. Ce n'était pas pour l'humilier, mais pour compléter le tableau. Ce mariage n'était pas une union d'amour, mais de nécessité, et je voulais qu'ils le voient tous les deux, dessiné à l'encre indélébile. J'ai tout glissé dans un porte-document en cuir, du genre que les professionnels utilisent pour les présentations. Cela semblait approprié. Mathieu avait toujours aimé se donner en spectacle, comme s'il était important, comme si le monde se pliait à ses promesses. Qu'il feuillette donc une performance de sa propre création. À l'extérieur, j'ai soigné chaque détail. Du papier cadeau argenté, lisse et impeccable, un large ruban blanc parfaitement noué au centre, le genre de paquet qui a sa place à l'avant d'une table de cadeaux, admiré avant d'être ouvert. J'ai placé une carte dessus, mon écriture stable. Pour Mathieu et Éléonore, avec amour. Que ce cadeau vous serve bien pour construire un avenir ensemble. Quand j'ai eu fini, j'ai posé la boîte au milieu de ma table de salle à manger et je l'ai contemplée. Elle semblait inoffensive, presque élégante, mais je savais ce qu'elle contenait. Pas de la vengeance, pas de la méchanceté, juste la vérité, superposée et indéniable. Et bientôt, la vérité arriverait à leur porte, attendant d'être déballée. Ça n'a pas pris longtemps. 2 jours après avoir laissé le paquet à l'appartement de Mathieu, mon téléphone s'est allumé avec son nom. Je l'ai laissé sonner une fois avant de répondre, en stabilisant ma respiration. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sa voix était déjà suraiguë, assez forte pour vibrer à travers la ligne. Tu trouves ça drôle? Tu as gâché notre semaine de mariage. Derrière lui, j'entendais des pleurs étouffés Éléonore, sans doute et le froissement de papier jeté violemment contre quelque chose de dur. Le son de mon porte-document déversant son contenu sur leur... Élise, comment as-tu pu faire ça à ton frère le jour de son mariage? Tu es jalouse. C'est tout. Tu as toujours été jalouse de son succès. J'ai failli rire, mais ma voix est restée calme. Si par succès tu entends des dettes impayées, des procès en cours et des banques qui le poursuivent, alors oui, je suppose que je suis jalouse de ne pas avoir ces distinctions.
Ne déforme pas les choses, a-t-elle lancé sèchement. Tu as mis cette famille dans l'embarras. Non, mère, ai-je dit, en baissant la voix jusqu'à ce qu'elle soit presque aussi stable que la pierre. Mathieu s'est mis dans l'embarras tout seul. Tout ce que j'ai fait, c'est lui tendre un miroir. La ligne est restée silencieuse un moment, remplie seulement par la respiration saccadée de Mathieu et les sanglots d'Éléonore en arrière-plan. Je savais qu'il voulait que je m'effondre, que je me défende, que je m'excuse d'avoir osé sortir de mon rôle, mais je ne l'ai pas fait. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce que Mathieu finisse par raccrocher, claquant la porte à ses propres mots. Et je savais que ce silence ne resterait pas confiné dans les murs de leur appartement bien longtemps. L'onde de choc a commencé presque immédiatement. À la fin de la semaine, j'entendais des murmures à la bibliothèque où je travaillais, des voisins chuchotant à propos des dettes de Mathieu. Les procès refaisaient surface, les créanciers se déplaçant soudainement avec une rapidité renouvelée. Il semblait qu'une fois que les documents avaient quitté les confins de ce papier cadeau argenté, ils avaient trouvé leur chemin vers une circulation plus large. Son image soigneusement polie ne pouvait pas supporter le poids des traces écrites et des factures impayées. La colère d'Éléonore était plus forte que celle de Mathieu. Une cousine m'a appris qu'elle avait quitté leur appartement en trombe après avoir découvert tout ce qu'il lui avait caché. Les avis de saisie, les procès, les promesses qu'il lui avait faites d'un avenir stable. Tout n'était que mensonge. Elle s'était engagée dans un mariage fondé sur les apparences, mais pas sur du sable. Mes parents n'ont pas bien pris la chose. Ma mère, en particulier, traversait la ville le menton haut, mais je savais qu'elle entendait les chuchotements. Pendant des années, elle s'était vantée des entreprises de Mathieu, de son esprit d'entreprise, du fils destiné au succès. Maintenant, ses mêmes voisins la regardaient avec de minces sourires, le genre réservé à quelqu'un dont les histoires s'étaient effondrées. Je n'ai rien dit, ni à eux, ni à personne. J'allais au travail, je rentrais à la maison, je m'occupais de mon petit jardin et je laissais le silence faire ce que des années de mes paroles n'avaient jamais pu faire. Je n'avais pas inventé sa chute. J'avais simplement exposé les preuves. Le reste, c'était la gravité qui entraînait tout vers le bas. Un soir, alors que le soleil plongeait à l'horizon, j'ai marché jusqu'à la plage derrière ma maison. Les vagues arrivaient, régulières et certaines, léchant le rivage comme elles l'avaient toujours fait. Pour une fois, je ne me sentais pas invisible. Je n'avais pas besoin de parler pour être entendu. Et alors que la marée se retirait, laissant le sable propre et nu, j'ai compris que certaines choses, comme les réputations bâties sur des mensonges, n'étaient jamais destinées à durer. La tempête était passée, bien que ses échos persistent. Mathieu s'était retiré dans le silence, Éléonore dans la colère, mes parents dans un déni cassant. Aucun appel n'est venu, aucune excuse, seulement le faible bourdonnement des ragots qui parcouraient la ville. Pour une fois, je n'ai ressenti aucune envie de corriger les faits ou de m'expliquer. La vérité avait déjà parlé plus fort que je n'aurais jamais pu le faire. Un soir, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai posé le pied sur le sable frais derrière la maison de bord de mer. La marée venait de commencer à monter, s'enroulant sur le rivage en longues et patientes vagues. Chaque pas enfonçait mes pieds plus profondément dans la terre, m'ancrant à un lieu qui m'avait porté à travers l'enfance, le deuil, et maintenant ce règlement de compte. J'ai pensé à toutes les années où j'avais attendu une reconnaissance, une petite mesure d'approbation de la part des gens qui m'avaient toujours tenu à la lisière de leur cercle. Cette fin m'avait façonné, usé, convaincu que le silence était une force. Mais maintenant, debout pieds nus au bord de l'eau, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de leur permission pour appartenir. La maison de bord de mer était plus que du bois vieilli et des fenêtres en verre, c'était le dernier cadeau de mon père. Un sanctuaire d'été rempli d'air salin et de rire, et la preuve que je pouvais survivre au poids de l'exclusion. Ils pouvaient essayer de prendre les clés, de diminuer ma valeur, de m'effacer de leurs étapes importantes, mais ils ne pouvaient pas m'enlever le sol sous mes pieds. J'ai levé le visage au vent et j'ai senti quelque chose de stable s'installer en moi. Je ne serais peut-être jamais pleinement accepté par ma famille. Mais l'acceptation n'était plus ma monnaie d'échange. Le respect l'était, et le respect, je l'ai enfin compris, n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient accorder. C'était quelque chose que je revendiquais. Le sang fait de vous des parents, mais le respect fait de vous une famille. Et en me retournant vers la lueur de la maison, j'ai su que j'avais reconquis ce qui avait toujours été mien.